Vous êtes dans le berger et le vieux père. Pouvez-vous décliner votre identité? Voici. Jurez-vous de dire la vérité, d'être sans langue de bois? Si oui, levez la main et dites « Je le jure ». Je le jure. Vous avez 3 cartes devant vous. Choisissez-en une et montrez-la à la caméra. La carte tirée représentera le premier intervieweur qui se présentera à vous. Si vous tombez sur la carte Joker, choisissez entre le berger et le vieux père. J'ai tiré le Joker et comme le veut la tradition, on va respecter les aînés. Donc je vais démarrer avec le vieux père. Bonne émission. Aujourd'hui, tu bicraves, tu sers des meufs. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, celui qui détruit la jeunesse, il est bankable. Ah mais le foot, et tu l'as très bien dit, c'est un outil politique. Tu vois aujourd'hui pourquoi tout le monde se bat pour organiser des Coupes du Monde. Quand on voit les mesures prises lors des matchs contre les chants homophobes, Ouais. on peut dire que le monde du football se fout de notre gueule, non? Avec le racisme. À l'échelle municipale, le football est un outil politique. Comment on peut expliquer que nos petits frères s'entretuent? Donc, je reviens à ce que tu disais au départ. Les coups de fouet. Et bien sûr. Bah oui, parce que si Les trentenaires des quartiers sont-ils une génération schizophrène? ce n'est pas de l'esclavage, c'est quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que les joueurs sont vendus des millions qu'ils sont considérés. Et c'est super important de le dire. On croit que parce qu'il y a énormément d'argent dans le foot, que les joueurs sont considérés. Les joueurs ne sont que du bétail. Donc, Mister, tu m'as choisi. C'est ça. On respecte la tradition, frérot. Alors que, en vérité, c'est pas moi le vieux père, mais par Marie, j'ai plus âgé Le que moi. naming. Ah, exactement. Ça fait 7 ans que ça devait se faire. Bah non, on est parti. À l'image des jeux de Rome, au Colisée jadis, le foot est-il l'opium du peuple, the drogue dure, l'instrument politique conçu pour empêcher le peuple de se réveiller, de se révolter, de sortir de la matrice? J'aime beaucoup ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que le foot, tu sais, pour te résumer le truc assez rapidement, jouez, mais ne réfléchissez pas trop. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment ça. Et si tu vas un petit peu plus loin, tu sais, dans les tribunes, tu as les loges, là où il y a beaucoup d'entreprises qui font du business, etc. Et c'est un peu à l'image de ce que tu es en train de dire. En haut, il y a du business qui se fait, et en bas, il y a l'arène, les gars qui jouent. Tu vois. C'est vraiment ma vision du foot. Et c'est pour ça que je défends l'idée que pendant que tu joues, c'est là qu'il faut, c'est là qu'il faut aller chercher les chefs d'entreprise, etc. Parce qu'eux font énormément de business sur toi. Énormément. Ah, mais le foot, et tu l'as très bien dit, c'est un outil politique. Tu vois aujourd'hui pourquoi tout le monde se bat pour organiser des Coupes du Monde, pour organiser des compétitions intercontinentales. Aujourd'hui, clairement, les fédérations pèsent plus que des gouvernements. La réalité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, être une fédération de foot, tu pèses plus qu'un gouvernement. Et tu le vois avec le continent africain, je crois qu'il y a 55 ou 56 pays, je ne sais plus, 56 fédérations. Pourquoi Infantino, il est toujours en Afrique? Tu vois, parce qu'il sait que c'est là-bas que se gagne une élection. Mais tu as parlé d'outils politiques. C'est réellement un outil politique. Mais clairement. Tu sais, on va même parler à l'échelle de nos villes, de nos petites municipalités. Le Blanc-Ménil. Tu es à peu près à 1000 licenciés. Dans une ville d'à peu près 60 000 habitants. 1000 licenciés qui ont des parents, des frères, des sœurs, etc. Donc, potentiellement, tu as une portée qui est immense. J'ai été à la tête du club et je peux te dire que c'est un outil politique. Si tu es avec la mairie, je te donne un exemple concret, tu vas avoir beaucoup de subventions. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, si tu veux grandir indépendamment, tu vas vouloir ramener des fonds privés, mais on va te parler de rapport de force parce que les installations appartiennent à la ville. Tu vois, donc déjà, juste à l'échelle municipale, le football est un outil politique. Quand on a besoin du foot, on va mettre beaucoup de subventions, etc., etc., mais plus pour enfermer le club et le rendre dépendant, tu vois. Alors, imagine, à l'échelle nationale, on a l'exemple du Paris Saint-Germain. Tu vois, on a l'exemple du Paris Saint-Germain, on en a d'autres.
Et aujourd'hui, tu sais que si tu vas encore un petit peu plus loin, si tu veux laver ton image, il y a ce qu'on peut appeler le foot washing, entre guillemets. Tu organises une compétition internationale. On peut prendre la Russie, Coupe du Monde 2018. Regarde aujourd'hui, quelques années plus tard, le narratif qu'il y a autour de Vladimir Poutine. Mais la Coupe du Monde, tout le monde était là-bas en 2018. Et je te parle pas de 1932, je te parle de 2018. Il y a 7 ans, tout le monde était là-bas. Mais aujourd'hui, clairement, vu que politiquement, il s'est passé des choses, tout le monde a pris parti et on l'a isolé. Mais si tu creuses un peu dans l'histoire, les conflits voilà, sur cette partie du monde remontent de bien avant 2018. Et pourquoi on n'a rien dit en 2018? Tu vois? Les intérêts. Il y a Lino dans un lyrics qui parle du fait de toute cette vodka dans mon verre freine la révolution. Et du coup, je le compare au foot quand j'ai parlé de The Drogue Dure. Bien sûr. Parce que toi-même, tu es investi dans le foot, t'as été joueur professionnel aussi. Bien sûr. Et du coup, tu as conscience de cette matrice, mais tu es quand même investi dans le foot, même encore aujourd'hui avec tes activités présentes. Justement, moi, en fait, je suis dans le foot avec une profonde envie d'éduquer. Tu vois, parce qu'il y a ce truc où les joueurs, en fait, sans joueurs, tu n'as pas de foot. Mais pour moi, les joueurs, sous couvert de valeurs marchandes, transferts, etc., c'est une fausse valorisation, ça. Ça veut dire que c'est pas parce que les joueurs sont vendus des millions qu'ils sont considérés. Et c'est super important de le dire. On croit que parce qu'il y a énormément d'argent dans le foot, que les joueurs sont considérés. Les joueurs ne sont que du bétail. C'est une réalité. Les joueurs ne sont que du bétail. Dans le sens où, et là, c'est bien, on est au mois de janvier. On est au mois de janvier, donc on est en plein dans le mercato. Et en fait, c'est très simple. Si à un moment donné, par exemple, ton contrat est fini en juin 2025, et là, on sent que tu ne vas pas prolonger et tout, qu'est-ce que le club va faire? Il va essayer de te vendre. Tu n'es que du bétail. Et moi, dans mon combat, c'est de faire prendre conscience aux joueurs de ce qu'ils sont dans le milieu du football. C'est comme ça. Après, voilà, il y a un marché qui est en place, etc. Mais je veux que les joueurs soient conscients parce que souvent, tu as des joueurs déçus, tu as des joueurs qui dépriment, etc. parce qu'ils ne comprennent pas le traitement qu'ils subissent. Mais les gens sont là pour faire du business. Samuel Eto'o le disait. Touche le portefeuille des gens et tu verras. Et en fait, le football aujourd'hui, tu le vois, il y a de plus en plus de compétitions. Pourquoi? C'est pour faire de l'argent. Il y a des joueurs qui commencent à dire on joue trop de matchs, etc., etc. Si vraiment il y avait une conscience, si vraiment il y avait une envie profonde de protéger les joueurs, tu n'organises pas autant de compétitions. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, il y a des matchs tous les jours. Tous les jours, il y a des matchs. Et si tu veux pouvoir avoir accès à tous les matchs, ça coûte cher. Tu vois, parce que c'est un tel qui a les droits de la Ligue 1. C'est un tel qui a les droits de la Bundesliga. Un tel qui a les droits de la Première Ligue. Encore une fois, tout ça n'est que business. Business sur lequel on parie, sur le bétail de ce business. Mais passons à la seconde question. Alors qu'ils ont la vie de nos enfants entre leurs mains, bon nombre d'entre eux manquent cruellement de maturité et de professionnalisme. Les animateurs des maisons de quartier doivent-ils disparaître? Ah. En fait, je vais te dire, clairement, oui, si c'est des animateurs qui ont besoin d'être animés eux-mêmes. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, les choses doivent être claires. Quand tu es animateur, tu as une vie entre les mains. Si c'est pour être sur ton téléphone H24 et laisser traîner un puissance 4 et un jeu de cartes, je suis désolé, ce n'est pas de l'animation. L'animation, c'est de l'éducation. Et pour moi, ça, là, on parle de poste clé. Pourquoi? Parce que tu passes énormément de temps avec les jeunes. Moi-même, j'ai été animateur après ma carrière. Et très vite, j'ai pris conscience que mais animateur, le terme, il est limite erroné. Tu n'es pas animateur. Tu es éducateur, mais dans sa globalité. Donc oui, si c'est animateur, paix sociale, mais bien sûr qu'il faut supprimer. Tu fais plus de mal que de bien. Des fois, on attrape des animateurs en train d'écouter tel ou tel rappeur qui parle des parties génitales des femmes comme je sais pas quoi, et il est avec la petite enfance. Et les petits, ils rappent en plus, ils chantent dessus. C'est de l'animation, ça. Donc si c'est pour faire ça, il faut supprimer.
Aujourd'hui, on doit être dans l'excellence, nous. On doit être dans l'excellence. C'est l'animation juste pour, comment dirais-je, occuper les jeunes. C'est has-been. Tu vois, ça doit être limite, il doit y avoir un décret carrément. Ça doit être, tu vois, ça doit être éradiqué, ça. D'où cette image de, excuse-moi du terme, de branleur. Mais clairement. L'image de l'animateur, elle est grave. Quel est le terme qui... Ah non, c'est décrié. Voilà, c'est décrié, c'est très mal vu. Aujourd'hui, moi, je suis enseignant sur le bac animation, enfance et personnes âgées. Pourquoi moi, j'ai voulu être enseignant dans cette filière et surtout, pourquoi publiquement j'en parle? C'est pour valoriser l'animation, parce que je sais ce que ça représente. Je sais, là, les jeunes que je forme, je sais l'immense responsabilité qu'ils vont avoir dans la société. Et je répète, animateur, c'est pas juste envoyer un puissance 4. Non, tu impactes les jeunes. Moi, j'ai commencé au Blanc-Ménil, je crois, en 2015. Donc aujourd'hui, 10 piges après, quand je vois ce que les jeunes me disent, quand ils me remercient, quand ils me disent, écoute, tu as sauvé ma vie. Est-ce qu'on se rend compte du poids de cette phrase? Tu as sauvé ma vie. Sans toi, je serais en train de faire ci. Sans toi, je serais en train de faire ça. Et du coup, vu que j'ai ce retour d'expérience, moi, je suis extrêmement exigeant envers les gens qui sont dans l'animation. Parce que pour moi, l'animation, c'est la clé d'une société. Tout le monde fait de l'animation. J'ai un collègue qui disait ça hier en intervention. Tu es avec tes potes, il y en a un qui fait rire, il y en a un qui fait ceci, qui fait cela. On est tout le temps dans de l'animation. Et à travers ça, tu changes des vies. Et encore une fois, moi, je forme aussi des animateurs pour EHPAD, pour résidence autonome et tout. Tu accompagnes les personnes âgées jusqu'à leur dernier jour. C'est noble, tu vois. Mais si tu es là, pantalon remonté, tu es sur ton téléphone H24, casquette à l'envers, non, tu es dans l'erreur la plus totale. Je me suis avoir passé une formation de BTEP à l'époque. Et on revenait en sociologie sur la genèse de l'animation, en fait. Tu vois. Et du coup, c'est dû aux révoltes des années 80, tu vois, à Lyon, dans les Minguettes. Et du coup, à la base, en fait, c'était vraiment... parce que les anciens, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les anciens des quartiers, mais les jeunes de l'époque des années 80, ils étaient... comment dire, livrés eux-mêmes dans la mesure où ils étaient la première génération issue de l'immigration. Et du coup, l'État n'avait pas pensé à... ils vont grandir, il va falloir qu'est-ce qu'on va faire Et du coup, l'animation était vraiment un outil pour occuper les jeunes de quartier. Mais ensuite, des jeunes de quartier, avec le temps, se sont appropriés cet outil de l'animation pour y apporter de l'épaisseur, y apporter par le biais de l'éducation populaire. Tu vois. Non, mais et surtout qu'en 2025, tu peux pas animer comme en 1980. Mais factuellement, c'est pas possible. Mais la réalité, c'est que sur certaines fiches de poste, c'est la même. Il y a de la poussière sur les fiches de poste. Là. Tu vois, on peut pas faire de l'animation comme on faisait en 1980. C'est pas possible. Sachant qu'aujourd'hui, et c'est important de le dire, dans nos quartiers, on a des millions de modèles de réussite dans des secteurs divers et variés. Et il y en a plein aujourd'hui qui font de très belles choses, qui sont passés par l'animation. Parce qu'en vrai, l'animation, c'est extrêmement formateur. Tu organises des événements, tu gères des budgets, tu gères des situations d'urgence. Des fois, tu es stressé parce que tu organises un événement et d'un coup, on ne t'attribue pas les budgets. Ceci, cela, ça te rend débrouillard. Tu te remets en question parce qu'à chaque fois, il faut faire mieux et tout. Et clairement, je ne vois pas d'autres métiers qui forment autant que le métier de l'animation. Moi, j'ai de malheureux exemples d'animateurs qui animent dans les maisons de quartier et les jeunes qui fréquentent leur structure, c'est des jeunes qu'ils ont sur leur rinté. C'est incroyable. Où ils ont eu des relations avec... C'est-à-dire que tu te rends compte que là... des jeunes adolescents. Tu te rends compte que là, il y a des conflits d'intérêts entre les rintés et les maisons de quartier. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et ça montre... Tu sais, nous, on est des gens très optimistes parce qu'on se bat quotidiennement, etc. Mais tu vois, des fois, moi, ça m'arrive de me dire, est-ce que ce que l'on fait, ça sert à quelque chose? Tu vois. Et limite, on est dans un monde qui est tellement marginal que quand tu décides de réfléchir, t'es un sacré zinzin. Tu vois. Aujourd'hui, on nous fait passer pour des fous. Et là, on a une discussion, on essaye d'élever le débat et d'éduquer ceux qui nous regardent, etc. Et limite, les gens engagés, plus le temps passe et plus on nous isole. Plus le temps passe et plus on est isolé.
tout ça parce que aujourd'hui, la bicrave, elle est sexy. La bicrave, elle est sexy aujourd'hui. Là où fallait se cacher avant, etc., où tu n'étais pas accepté et tout, aujourd'hui, tu bicraves, tu sers des meufs. C'est ça la réalité, tu vois. Et ce qui est dingue, c'est que tu vois ce qui est instrumentalisé. Tu le vois quand tu parles avec des jeunes filles. Elles ne regarderont plus d'où vient l'argent. Donc, tu crées un truc chez les jeunes garçons où ils se disent, attends, lui, il fait un peu de Nesby, il arrive à sortir, aller en vacances, les filles, elles l'aiment bien, nan. Et on va pas se mentir, quand tu es adolescent, tu vois, la reconnaissance, elle est importante. Et quand tu vois que celui qui fait du Nesby, il est considéré, et toi qui es droit, on te cala pas, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, il faut être un résistant pour ne pas sombrer dans ça. Parce qu'on a démocratisé la bicrave. Et c'est pas la rue qui a démocratisé la bicrave, c'est la société. Parce qu'aujourd'hui, prends deux artistes, celui qui s'invente une vie de Colombien et celui qui essaye d'éveiller les consciences, on va mettre qui en avant? Tu te rends compte qu'aujourd'hui, celui qui détruit la jeunesse, il est bankable. C'est une dinguerie. Pris en sandwich entre les vingtenaires et les quarantenaires, ils se sentent jeunes et vieux à la fois. Les trentenaires des quartiers sont-ils une génération schizophrène? J'ai 35 ans, je suis en plein dedans. En fait, ce qui est assez complexe, c'est que tu es à la fois... En fait, selon... Ce qui est drôle quand tu es un trentenaire dans une cité, selon la vie que tu as eue, soit tu es vu comme un noyens, soit tu es vu comme un gamin. Tu vois. Et moi, en fait, vu que je suis parti très tôt au centre de formation et puis j'ai eu plein de vie, entre guillemets, j'ai eu mes galères après le foot, etc., etc. Et par la posture que je prends aussi, on me voit plus, limite quand je dis que j'ai 35 piges, c'est tout. Mais je croyais que tu avais 40 et de ça. Donc moi, j'ai l'impression d'être un noyens. Cela dit, j'ai énormément d'amis qui ont mon âge et ne serait-ce que dans le vocabulaire. Tu vois, les trentenaires, parce qu'ils veulent rester connectés. Et il y a ce truc où, des fois, t'es ringard, en fait. Bah oui, des fois, t'es ringard parce que tu parles, comment dirais-je, d'une manière encore plus familière que les petits qui sont actifs. Parce que, t'en as, ils ont 32, 33, ils sont à la cité. Mais quotidiennement. Alors, t'en as d'autres qui, certes, ils habitent à la cité, mais leur esprit n'est plus à la cité. Tu vois. Mais ceux qui ont mon âge, et ils sont là toute la journée, et tu sais qu'à un moment donné, les discussions que tu peux avoir ne sont pas les discussions de quelqu'un qui est actif tous les jours, qui sort, etc. Donc forcément, il y a un mimétisme, etc. Et oui, clairement, on est à l'âge de la schizophrénie, tu vois. Et ce qui est fou, tu sais, des fois, je me dis quoi? J'ai énormément de gratitude parce qu'à 35 ans, j'ai encore la tête bien faite. Physiquement, je m'entretiens, etc. Parce que je vois, tu sais, tu peux faire un calcul très simple. T'en as qui ont commencé la fumette à 12-13 piges. Mais à 35 ans, ça fait 22-23 ans que tu bédaves. Ton cerveau, il est touché. De fou malade. Tu vois, ton cerveau, il est touché. Et du coup, quand des fois, je me retrouve dans certaines conversations, je me dis, waouh, ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Et après, tu fais le calcul. Mais il a commencé à bédave, il était au collège. Tu vois, forcément, ce profil-là, il est plus du côté des jeunes que des anciens. Il peut pas tenir une conversation avec un mec qui va parler business plan, qui va parler géopolitique, etc. Et tu le sais que les gens de quartier, par nos origines, par le fait qu'on soit entouré par des gens qui viennent du monde entier, mais on a des sujets de conversation, ils sont incroyables. Grave. Mais quand tu es dans ce truc où depuis toujours, la street, tu peux pas... Ah, vas-y, vous vous rendez où, vous, que vous parlez de politique tu vois, alors qu'en vrai, on essaye de comprendre comment le monde fonctionne. Et toi, quand tu es dans ton truc où tu es juste sous Piave ou sous Bédo, tu es un esclave en vrai. Parce que tu vas là où va le vent. Non, mais là, en ce moment, l'oseille, c'est là-bas. Vas-y, je vais aller tenter un plan là-bas. Mais tu n'es pas dans la création. Tu vois ce que je veux dire? Mais
Mais encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas un problème de complexe enfin, de carence affective, mais il y a un complexe Bien sûr. De certains. Mais tu sais... Nous, avec Barberich, on se promène dans plein d'endroits. Ouais. En fait, nous, on voit pas des gars de notre génération, tu vois. C'est que des gars de ta génération. Bah on oui. les voit et on voit des gars supra-ghetto. Mais parce que... Ils lèvent encore leur jogging. Ouais, comme parce ça, que... ils marchent. parce que tu dois forcer pour appartenir à un groupe. Puisqu'en vrai, t'es plus dans les temps de passage. T'es plus dans les temps de passage. À 35 piges, je suis désolé. Tu remontes pas un pantalon et t'es pas à la cité toute la journée, tu vois, midi, minuit. Et j'ai l'impression qu'ils veulent être validés par des petits. Bah oui. Alors que nous, notre génération, nous encore les quarantenaires, nous, c'est nos grands qui comptent. Nos Mais parents, tout ça, tu vois. Mais tu sais, Sans traîner avec eux, sans les tu côtoyer. sais, un jour, je me rappelle, je t'ai fait encore à Blanc-Ménil. Et je viens manger à la cité un midi, tu vois. Et je vois des petits, ils sont à 2-3 en train de mêler un mec de mon âge. Et du coup, je sais pas, toi les gars, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais on a fait un pavillon et il veut nous rendre qu'à notre part. Et dans ma tête, je me dis, devant les typeux, je suis obligé de prendre parti pour mon gars. Mais dans ma tête, je me dis quoi? Qu'est-ce que tu fais avec des gamins, frère? Et en fait, ça, c'est devenu commun. Alors que avant, alors on va peut-être passer pour des vieux cons, jamais de la vie, il y avait un featuring de YouVois entre un mec qui a 17 piges et un mec qui a 35 ans. Ça n'existait pas. Mais derrière, t'as zéro crédibilité. T'as zéro crédibilité. Tous les jours, les petits ils vont te monter dessus. Tu vois? Et je trouve que ce phénomène-là, comme tu l'as dit, et tu parles de carence affective. Le mec qui a 35 piges qui fait des pavillons avec des gamins, c'est un mec, tu sais pertinemment, qui n'est pas dans une relation, qui a pas d'enfant, qui n'a pas de vie sociale en vrai. Et le piège, il est là. Quand tu n'as pas de vie sociale, mais tu te rattaches à des trucs de merde. Tu vois? Et ça, et puis il y a un autre truc, tu n'es pas attractif. Qui va vouloir de toi? Tu vois? Parce que à la cité pro, il y a des gens qui pètent les plombs des fois. Tu vois les petits que tu as vu grandir, se marier, faire des gosses, avoir un bon job, nanana, et du coup, eux, leurs petits frères, pareil, et toi, tu vois les générations passer, et t'es là, tu tiens les murs. Et du coup, même les petits, limite, qui avaient de l'estime, qui te respectaient, à un moment donné, ils se rendent compte que tu vaux rien. Donc forcément, ces gens-là, mais ils sont en carence affective de dingue. Parce qu'en vrai, où ils reçoivent de l'amour? Tu vois, nous, pourquoi on est équilibré, on avance, etc. Parce qu'on a beaucoup d'amour autour de nous, excuse-moi, par rapport aux actions que l'on mène, par rapport aux biens qu'on apporte dans nos familles et tout. Mais ces gens-là, où est-ce qu'à un moment donné, ils ressentent qu'ils sont aimés? T'as vu, même si on est Kaira, tout ce que tu veux, faut parler d'amour, frérot. Parce que l'amour, c'est le carburant. L'amour, c'est le carburant. À chaque fois, pourquoi aujourd'hui, moi, je continue à faire ce que je fais? Parce que tous les jours, tu reçois un truc. Eh ouais, frérot, en ce moment, ce que tu fais, c'est lourd. Non. Et c'est du love, ça, en vrai. Donc, si on te donne du love, bah, tu fais des choses de plus en plus grandes. Mais si tu ne te sens pas aimé, tu vas aller chercher comment dirais-je, de la considération dans des choses qui sont éphémères. Et c'est exactement ce qui se passe avec les gars qui restent à la cité éternellement, tu vois. Et ça me fait mal de dire ça, parce que quelque part, c'est un message d'amour. On a envie que ça change. Mais tu peux pas faire les choses à la place des gens, tu vois. C'est vrai que, pour finir avec cette question, moi, il y a une scène qui m'avait choqué dans Les Misérables. C'est quand le maire, il se fait monter en l'air par des petits. Et j'ai estimé que c'était prémonitoire. Parce qu'autour de moi, j'en ai vu plein de grands, des trentenaires, à se faire monter en l'air pour les raisons que tu as citées précédemment, tu vois. Ah oui, c'est ce qu'ils disent, il n'y a plus d'âge. Il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Il n'y a plus de grands. À l'époque, je leur disais, les gars, vous êtes en train de rentrer quelque chose dans la tête d'une génération, dans la conscience collective qui n'est vraiment pas bonne. Et on y est aujourd'hui, clairement. Adama Traoré a fait un post il y a peu. Big up à lui. Big up à ce monsieur. Question de ma fille. Papa, pourquoi à chaque fois qu'il y a un jeune qui meurt, souvent, c'est un petit noir? Il faisait référence... le Abbas, il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est des teubés, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait mal, je te le dis, ça me fait mal de dire ça. Mais encore une fois, en 2025, avec tout ce qu'on a accompli,
avec tout ce qu'on est en train d'accomplir, avec tout ce que des générations ont pu mettre en place, etc., comment on peut expliquer que nos petits frères s'entretuent? C'est dingue. La dernière marche blanche, là, je regardais j'écoutais le père d'Abbas parler. Je me disais, tu te rends compte, il a quitté le pays. C'est pas facile pour nos parents qui ont quitté le bled de venir s'installer ici, de faire en sorte que leurs enfants aient accès à l'éducation, etc., pour qu'un jour, la police t'appelle, ton fils, il est mort à cause... Enfin, on n'a même pas la raison, en fait. Tu vois. Et je pense clairement que on sous-estime à quel point nous-mêmes, on est fautifs. Tu vois. Nous-mêmes, on est fautifs parce que y a trop de choses dans l'éducation de nos jeunes qu'on banalise. Dehors, tard. Il y a qui dehors très tard? Ce sont nos enfants qui sont dehors très tard. Et quand ton enfant il est dehors très tard, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois? Et en fait, il y a ce truc où, oui, effectivement, les parents sont occupés. Mais à un moment donné, je suis désolé, on doit être plus dur avec nos enfants. On doit être plus... Il y a quelque chose qu'on fait de pas bien. On peut pas... on est au courant. Les parents sont au courant de ce qui se passe dehors. Tu vois? Alors effectivement, il y a les impératifs du travail, il y a ceci, il y a cela. Mais il y a des signes. Quand tu vois ton enfant traîner, marcher d'une certaine manière... Moi, un truc tout bête. Mes élèves, là en ce moment, ma guerre, c'est quoi? Le pantalon. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y en a un, je lui dis, montre-nous tes genoux, limite, pendant que tu y es. Tu vois? Mais je suis désolé. Ils sortent de chez eux comme ça. Et nous, on aime bien. Non, mais la société... Non, c'est nous le problème. Tu vois? On doit être plus dur avec nos enfants. On doit regarder la réalité en face. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, trop souvent, dans les RICS, un jeune Renois va tuer un jeune Renois. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller tuer quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, tout ça, c'est tout sauf le résultat du hasard. C'est pas possible. L'éducation, c'est la clé. Pourquoi il y en a qui ne vont pas dedans? Pourquoi il y en a qui ne vont pas dans les RICS? Parce qu'à un moment, d'eux-mêmes, mais c'est bourbier là-bas. Je vais pas là-bas, moi. On m'a appris certaines choses, et je vais pas là-bas, tu vois. Donc, je pense qu'il faut absolument arrêter de porter des accusations sur... Alors oui, l'environnement influence, mais à un moment donné, on a une énorme part de responsabilité. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce que l'on fait, d'accomplir des choses, parce que pour moi, il y a les plans frontaux pour lutter contre les RICS, mais il y a aussi ce que l'on accomplit. Et en accomplissant des choses, au lieu de se mettre des barrières bidons, nos jeunes, ils vont se dire quoi? Mais en vrai, je suis en train de me bagarrer, j'habite à Blanc-Ménil, je me pétais avec les mecs d'Aulnay, alors qu'en vrai, je peux être ingénieur. Ça n'a aucun sens. Et tout le temps, je me dis, tu vois, les gens qui sont d'autres milieux, quand à chaque fois dans les journaux, il y a des trucs comme ça qui sortent. Mais qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Tu vois, un jeune a été tabassé pour un téléphone, pour je sais pas... Enfin... En vrai, nous, vu qu'on est dans ces milieux-là, c'est quelque chose qu'on a banalisé. Mais en soi, mais c'est une grande folie. C'est une grande folie parce que tu habites telle rue et moi j'habite telle rue. On va se tuer. Et des fois, les parents, tu te rends compte que ce sont des cousins germains et tout. Mais ils se croisent lors de baptême dans dans le même bol. C'est ça. Des fois, c'est même des gens qui sont venus en France ensemble et leurs enfants s'entretuent. Pour des noms de quartiers qui portent souvent des noms de colons. En plus. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais aller plus loin, lors de la marche blanche, on a dû faire un détour pour ne pas passer dans le quartier rival. On marche sur la tête. Tu vois? Donc, en 2025, enterrer des jeunes Renois à cause de RICS, on est tous fautifs. On est tous fautifs. Et à commencer par la musique. Je le dis haut et fort. Ils aiment bien, non, t'as vu, nous? Non, à commencer par la musique. Parce que moi, je suis avec les jeunes toute la journée. Des fois, je les laisse mettre un peu de musique. Mais t'entends ce qu'ils écoutent, c'est un truc de fou. Ce qu'ils écoutent, et on va pas se mentir, c'est un mécanisme. Ce que tu entends 10, 15, 20, 30 fois dans la journée, ça te conditionne. C'est factuel. C'est pas moi, Wesley, qui l'invente comme ça. C'est factuel. Donc, même dans ça,
l'éducation, on doit aussi faire attention à ce que nos jeunes écoutent. Mais encore une fois, en disant ça, on passe pour des marginaux. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, le temps nous donnera raison. T'as vu en off, pour rebondir sur la musique, comme tu disais, sur Europe 1, Joey Star, il disait, suite à une question d'un auditeur, comme quoi on lui posait la question par rapport au rap, ce qu'il pense du rap d'aujourd'hui et ce qui est véhiculé. Et il disait qu'en fait, ils sont en train de faire la promo d'une période de transit. C'est-à-dire, les mecs sont en train de parler de Bicrave, rester au quartier avec des potes, alors qu'ils sont en train de faire la promo de leur jeunesse, en fait. Mais ça, c'est une période où quand tu es adolescent, en fait. bien sûr. Ils te font la promo de ça jusqu'à des 30, 35, 38, 40, 48. Et puis pour beaucoup, ils n'ont jamais rien fait, tu vois, faut le dire aussi. Et ce qui est ouf, et ils s'enrichissent là-dessus. Parce que aujourd'hui, en fait, envoyer les jeunes au casse-pipe, c'est un business. Tu vois, envoyer les jeunes, parce qu'en vrai, quand tu rappes toutes ces conneries-là, t'envoies les jeunes au casse-pipe. Et moi, je suis très clair là-dessus. T'as vu, des fois, faut avoir un avis fiable, tranché, tout ce que tu veux. Pour moi, la musique détruit la jeunesse. Enfin, ce qu'ils écoutent détruit la jeunesse. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Alors, je suis pas dans un truc idéaliste où je veux que des Kerry James. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, à un moment donné, ce que tu dis a un impact. Et tu peux questionner les jeunes. Et je vais aller encore plus loin. Je te donne une anecdote. Un rappeur, je sais plus ce qu'il disait. Désolé du terme, tu vas te mettre à quatre pattes, je sais pas quoi. Non. Et en fait, moi, je conduisais le minibus. J'étais avec des jeunes. Et en fait, je me pose et je vois les filles, elles chantent encore plus que les garçons. C'est-à-dire que quand les rappeurs là, ils disent des trucs de fou sur les femmes, c'est les femmes qui font les bacs. Tu vois ce que je veux dire? Nombreuses dans les concerts. Et tu vois? Et encore une fois, je me dis, mais attends. Et après, quand il y a remise de bulletin ou je sais pas quoi, tu vois un papa tout, tu sais, religieux, pieux, tout ça, nanana. Tu dis, mais attends, il y a un problème. Tu dis, mais attends, mais monsieur, est-ce que vous savez ce que votre fille, elle écoute? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous savez ce que votre fille, elle écoute matin, midi, soir? Et soir tard, parce que les petits de maintenant, ils dorment 4 heures par nuit, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, quelque part, quand il y a tous ces problèmes, c'est parce que c'est l'addition de toutes ces choses qui sont négligées. Pour finir avec cette question, avant d'en venir à la dernière question, est-ce que tu ne te dis pas que le fait qu'il y ait autant de noirs dans les rixes interquartiers, il y a des explications sociologiques? C'est-à-dire qu'on sait que dans les années 70-80, dans les quartiers, c'était mélangé. C'était mélangé, mais il y avait vraiment beaucoup plus de blancs. Et puis c'était mélangé, les classes sociales étaient mélangées. Dans les années 90, un peu plus de maghrébins, en tout cas dans beaucoup de quartiers. Et dans les années 2000, tu as vu, il y a eu une immigration d'Afrique subsaharienne. Tu vois. Est-ce que le fait que des Noirs, en tout cas, s'entretuent lors de rixes interquartiers, est-ce que l'explication sociologique ne vient pas de là? Elle est mathématique. Elle est mathématique, l'explication. C'est qu'aujourd'hui, dans les quartiers, ceux qui partent le moins sont les Renois. Tu vois? Et encore une fois, on n'a pas cette culture d'ascenseur social. Tu vois? Certes, je suis là, mais je dois m'en sortir. Je dois aller plus loin. Et limite, quand tu fais des choses correctes, où tu entreprends, tu te débrouilles, regarde-le, celui-là, il fait trop le blanc. Ça veut dire quoi, ça? Moi, on m'a déjà dit, hey, toi, là, tu t'exprimes, tu fais trop le blanc. Mais ça veut dire quoi, ça? Tu vois? Et en fait, et après, quand on fait des manifs, des trucs, on n'est pas crédible. On a zéro crédit. Parce qu'aujourd'hui, on a un écosystème en plastique. C'est-à-dire que, ou alors, quand on a qui s'en sortent un peu, ils se font avaler par le système. Tu vois? Et les gens, ils se rendent pas compte à quel point... Alors, je dis pas que chaque personne qui est exposée doit être un militant. C'est pas ça. Mais à un moment donné, quand tu es exposé, tu es un symbole. Tu représentes quelque chose. Mais si quand tu es exposé, tu es bon qu'à faire le pitre, tu fais encore plus de mal à ceux qui ne sont pas exposés. Et en fait, tu as ce truc où, tu vois, on peut parler d'autres communautés, elles ont cette conscience-là que quand tu es une communauté,
à travers tes actions, tu élèves la communauté. Mais nous, c'est malheureux à dire, et souvent on fait ces remarques-là, on est bon qu'à danser, frère. Mais quand même une évolution, quand même. Non, mais... Il y a une génération, parce que- quand même, ta génération à toi, il y a Oui. un bon nombre d'entre Oui, oui, bien d'entre sûr. vous, et même des gars qui ont la vingtaine, ils sont beaucoup dans l'entrepreneuriat. Je suis d'accord, mais beaucoup ce que je veux d'étudiants dire, aussi, tu vois. ce que je veux dire, c'est que par rapport au nombre, et moi je te réponds par rapport au nombre que l'on est, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que tu le sens. Encore une fois, moi, je suis enseignant. Ça veut dire que sociologiquement, j'ai un regard qui est large, tu vois. Et tu vois que quand c'est les jeunes Renois, tu pars de loin de ouf. Alors, il y a un complexe, tu vois. Et limite, quand je dis, et je fais exprès de dire ce que je fais et de le montrer, parce que je veux que les jeunes Renois se disent, ah, mais en fait, que j'arrête de regarder ma couleur là, juste je fais. Et plus tu regardes ta couleur, plus les gens la regardent. C'est aussi simple que ça. Mais si tu fais les choses et tu laisses juste parler tes compétences, ben, tu vas changer les choses. Tu vois? Donc oui, il y a une évolution, et on en parlait en off. Je rencontre beaucoup de frères tu sais, qui font des choses extraordinaires et on se tire vers le haut. Mais encore une fois, je peux pas être le matin dans une réunion sur Paname où on est là, on parle projet, et à 15h être dans une marche blanche parce qu'il y a un jeune Renois qui a tué un autre jeune Renois. Tu vois, en 2025, c'est un paradoxe qui est inacceptable. Tu vois? Il y a une évolution aussi parce qu'ils sont au contact de communautés aussi qui sont dans cette culture de la débrouillardise et de Bien justice sûr. aussi, tu vois. Mais prends la communauté tamoule qui est arrivée après tout le monde. On l'a vu. Moi, je suis secteur Blanc-Ménil, Drancy, tout ce que tu veux. 1 commerce, 2 commerces, 3 commerces, 4 commerces, une rue. Ils ont des rues. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, cette communauté-là, moi, elle m'inspire sur beaucoup de points. Ils font des choses en commun. Quand il y en a un qui monte un business, hop, ils mettent de l'oseille, tu vois. Pourquoi on le fait pas, nous? Il y en a qui le font. Oui, mais encore une fois, C'est insuffisant. c'est insuffisant. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout que on a été dans les écoles ici, on a les codes. Enfin, on nous a appris le game, tu vois. Mais je trouve que on est loin du compte. Après, et pourquoi je le dis, et je sais que ça va pas plaire, il n'y a pas de problème. Mais même si ça plaît pas, au moins ça met un coup de pied dans la fourmilière. Au moins ça amène le débat. T'as vu, si je veux juste faire des déclarations pour plaire, je vais rien changer. Nous, on est là pour changer les choses. Donc, oui, il y a des choses qui vont, mais c'est insuffisant. Et je suis extrêmement exigeant avec tout ce que l'on sait faire. Je peux pas venir et dire, oui, mais t'as vu, j'ai un pote qui a une marque de bijoux. Non, j'ai vraiment un pote qui a une marque de bijoux. Tu vois, du coup, je le big up. Mais on peut pas se cacher derrière les choses qui fonctionnent. Parce que ce qui ne fonctionne pas prend encore beaucoup trop de place. Vu que leur souhait est que tu squattes la TES, on te jette un BEP quand tu souhaites faire une fac de lettres. Rappé Oxmo Puccino en 1999. Au merveilleux pays de l'école de la République, les élèves sont-ils tous égaux? C'est un big non. Un big non, bah oui. En ce moment, en plus, je travaille sur l'orientation de mes élèves. Et c'est là que tu te rends compte que c'est très compliqué. Moi, là, j'ai énormément d'empathie pour mes élèves, tu vois, parce que tu sais pertinemment qu'il y a les écoles privées qui coûtent un bras. Ces élèves-là ne peuvent pas y avoir accès. C'est impossible. Et tu sais que ces écoles-là qui coûtent cher ont des connexions directes avec les grandes boîtes. Donc, du coup, à ce moment-là, il y a déjà un énorme problème. Dans le sens où, bah, toi, qui n'as pas de moyens, bah, on va te dire, non, mais on va décider pour toi. Non, 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 fais tel BTS, tel truc, tel. Mais c'est en inadéquation avec ses compétences. Par contre, on va faire en sorte que ce soit les mêmes qui bénéficient de certains réseaux, que ce soit les mêmes qui puissent accéder à certaines écoles. Et même dans en fait, le cahier des charges de certaines écoles, c'est un filtre. Clairement, c'est un filtre envers notre communauté, que les choses soient claires. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Et en fait,
C'est pour ça qu'on a un rôle extrêmement important, c'est qu'on doit créer nous-mêmes un écosystème puissant. Je te donne un exemple. Quand les jeunes ils doivent chercher des stages, etc., etc., je n'ai rien contre les fast-food et tout. Mais nos jeunes, il faut qu'ils aillent faire des stages dans des grosses boîtes, qu'ils aillent faire des stages dans des cabinets d'avocats, etc. C'est comme ça que tu crées des vocations. Parce que c'est son premier rapport avec le monde du travail. Mais si son premier rapport avec le monde du travail, c'est un truc à l'arrache, ou même, tu vois, c'est pas très structuré et tout, mais tu crées des jeunes qui... Il est même pas content de venir à son stage. Par contre, le jeune qui a un stage de qualité, il se lève, il a la banane. Il sait qu'il va apprendre des choses. Et en fait, le filtre, il commence ici. Mais, encore une fois, c'est peut-être cru, ce que je vais dire, mais tout ça, c'est souhaité. Pour rebondir sur ton propos, d'après une étude portée par les entités Une Voix pour tous et Via Voice, sur 100 jeunes originaires d'Afrique subsaharienne, 75 iront en bac pro. Eh oui. Et pourquoi je suis archi heureux d'être en bac pro? C'est parce que justement, tu te rends compte que avant même d'enseigner, tu dois leur rendre la confiance qu'ils ont perdue. Avant même d'apprendre le B.A.-ba de ton référentiel, c'est de l'amour que tu dois donner. Parce que tu te rends compte qu'il y a un narratif autour du pro et de la générale. En mode à gauche, général, c'est pour... voilà. Et à droite, là, c'est casse-pipe. Sauf que, et encore plus avec l'état de la société actuelle, je suis désolé, celui qui très rapidement commence à maîtriser un métier, factuellement, il a beaucoup plus de chances de faire quelque chose de sa vie. Tu vois? Mais, encore une fois, on va pas se mentir, il y a des classes poubelles. La filière animation, et je pense profondément que c'est une filière qui a de l'avenir, mais pour beaucoup, vas-y, mettez-les là-bas. Bah, on a créé une filière, il faut qu'on y mette du monde quand même. Tu vois? Et on parlait de bétail par rapport au foot. En vrai, les élèves, à la fin, ils ne représentent que des statistiques. C'est ça la réalité. À la fin, les élèves ne représentent que des statistiques. Et pour, apporter quelques chiffres à tes propos, 42% des élèves en pro indiquent avoir été contraints dans leur choix d'orientation. Et voilà. C'est près de la moitié. Et un enfant issu de milieux sociaux défavorisés a 93% de chances, en plus d'être orienté vers un bac pro. Mais tu te rends compte, déjà que l'école, on sait que pour les ados, voilà, c'est pas sexy, mais en plus, c'est une orientation subie. Mais comment tu veux que le jeune il soit épanoui? Comment tu veux que le jeune il soit assidu? Enfin, tu sais, des fois, comme nous, des fois, on se lève, on est fatigué, on a la flemme et tout. Mais c'est pour ça que je te dis que dès le départ, c'est pipé. Et la meilleure manière de lutter contre ça, c'est de s'émanciper, c'est d'accomplir de grandes choses et d'avoir un écosystème puissant. Sinon, dans 10 ans, on peut refaire exactement la même émission. Tant qu'on ne va pas peser politiquement, économiquement, etc., et ben on aura toujours ce truc où on sera au fond du bus, quoi. Pour finir avec cette question, est-ce que Parcoursup et la carte scolaire ne sont pas des freins à l'évolution de ces étudiants issus de milieux dits défavorisés? Ah, c'est compliqué. Alors, je pense que les intentions de Parcoursup sont bonnes, mais pour les élèves, je te dis, on est en plein dedans, là. On est au mois de... On est fin janvier, on est en plein dedans. Les élèves, ils galèrent. Ils galèrent parce que, forcément, sur Parcoursup, tu vas avoir des choses, mais ça reste un choix restreint. Et du coup, tu cultives ce truc de « Ah bah vas-y, il n'y a pas ce que je veux, bah je ferai autre chose ». Et comparé à ceux qui viennent de milieux sociaux différents où ils vont vers ce qu'ils veulent profondément. Et du coup, bah, la motivation de quelqu'un qui est allé vers quelque chose qu'il a profondément choisi et quelqu'un qui est allé vers quelque chose qu'il a subi, mais le match, il est perdu. À ce moment-là, le match, il est perdu. Donc, Parcoursup, oui, mais beaucoup trop... comment dirais-je ? Ça filtre trop.
Encore une fois. Et tu sais, vu qu'on est deux Renois à parler de ça, peut-être qu'une tierce personne va se dire, ils sont dans la victimisation. Mais tu sais ce que j'ai envie de dire à cette personne? Je m'en bats les couilles. Parce que c'est factuel. Et en fait, nous, tu sais, des fois, on marche sur des œufs parce qu'on se dit, ah non, mais ils vont dire on est dans la victimisation. Non, non, on amène des faits. On amène des faits. Désolé du terme, mais j'étais obligé parce que ça me saoule. À chaque fois, j'entends, ouais, mais ils sont dans la victimisation. Non, non, on n'est pas dans la victimisation. On est dans le factuel. Et encore une fois, le narratif, il est important. Je rappelle la définition de la carte scolaire. C'est un système d'affectation des élèves dans une école, un collège ou un lycée public situé dans un secteur géographique où ces élèves sont domiciliés. C'est pour ça que je te parlais de frein. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je le vois quand des fois, je leur dis quoi? Mais allez chercher un stage à Paris. Ah non, Paris, c'est pas pour nous. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous êtes à 14 km de Paris. Il y en a qui sacrifient des vies, des mariages, etc. pour venir chercher des opportunités à Paris. Donc ces gens-là vont passer devant vous. Et vous, un tram, vous êtes à la porte de Choisy. Non, mais t'as vu... Et ce frein, moi, il me rend dingue. Il me rend dingue. Mais justement, c'est pour ça aussi que je fais ce métier, parce que on doit être de plus en plus nombreux à venir de nos endroits, à prendre nos jeunes en main. Parce qu'en vrai, la réalité, c'est que ces jeunes ont besoin de s'identifier à leurs référents. Je ne dis pas que tu dois avoir que des enseignants issus de quartiers populaires, mais tu dois en avoir plus. Parce qu'à un moment donné, on a certains codes qui font que, en termes de légitimité, tu peux emmener les jeunes avec toi. Tu vois. C'est tout pour moi. Merci. Et c'est déjà pas mal. Merci mon gars, le vieux père. Ensemble. Wesley, comment tu vas? Très très bien mon gars. Moi, je pensais que tu allais me choisir, on est du même secteur, mais tu as choisi mon acolyte qui vient du fin fond du 91. Non, c'est par, comment dirais-je, par empathie. Le frère, il vient de loin. Du coup, moi, j'ai 5 questions aussi. Ok. Ma première, en banlieue, les rappeurs, les footeux, on peut même mettre entre parenthèses les animateurs, sont devenus des modèles de réussite. Est-ce qu'en réalité, ce ne sont pas des symboles de l'échec? Ah, ouais, ce sont des symboles, j'ai envie de dire, du plafond de verre. Okay. Tu vois, ce sont des symboles du plafond de verre. Parce qu'en vrai, il y a 1 million de métiers à aller chercher, mais du coup, les modèles de réussite qu'on va rapidement mettre dans la tête des jeunes de quartier, ça va être foot, rap et 2-3 petits métiers comme ça à côté, alors qu'en vrai, il y a des métiers qui sont extraordinaires auxquels on devrait avoir accès, tu vois. En tout cas, on devrait ambitionner d'avoir accès. Toi, tu as été rappeur. On va revenir un peu. Là. Ouais. Tu as été footeux. Ouais. Du coup, aujourd'hui, tu as travaillé aussi dans tout ce qui est éducation populaire. Bien sûr. Et aujourd'hui, tu es enseignant. Duquel de ces métiers es-tu le plus fier? Enseignant. Sans le moindre doute. Parce que je me sens utile. Alors, je l'étais aussi quand j'étais au service jeunesse, etc. Mais là, j'ai l'impression que j'ai encore plus d'impact. Parce que service jeunesse, c'est du fractionné, entre guillemets. Tu vas voir les jeunes 17, 19 heures, les vacances, etc. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente d'être avec des élèves du matin au soir, 5 jours dans la semaine. Fois le nombre de jours dans l'année, hors vacances scolaires et tout, c'est un truc de dingue. Et moi, je pensais qu'être enseignant, t'étais juste enseignant, mais en vrai, t'es tonton, t'es confident, Il y a des dépassements de fonction. Dépassements de fonction au quotidien. Limite, tu fais plus du social que de l'enseignement. Tu vois. Pour moi, c'est clairement ça. Et c'est à travers le social, limite, tu apprends plus de choses que quand tu enseignes. Tu vois. Parce qu'en vrai, l'école, c'est l'école de la vie. Et pourquoi t'as pas dit footeux? Parce que je sais que derrière leur écran, les gens ils doivent se dire mais il est taré lui. Aujourd'hui, on nous vend le footeux bien sûr, comme celui qui a la meilleure des vies en vrai. Ouais. Et le rappeur aussi. Ouais, mais après, est-ce qu'au final, quand tu es footeux, est-ce que tu es utile? Je ne dénigre pas la fonction, loin de là, parce que le foot, c'est le fil de ma vie. Tu vois, et je suis extrêmement, comment dirais-je, j'ai énormément de gratitude
par rapport à ce que j'ai pu faire dans le football. Et je suis encore dedans. Mais en fait, tu te rends compte que l'aura, justement, que tu as grâce au foot, quand tu la mets au service des gens, c'est extraordinaire. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis apprécié en tant qu'enseignant également par rapport à mon passé. Parce que j'arrive avec un parcours atypique et j'arrive avec moi, je suis parti. J'ai fait des choses. C'est-à-dire que quand je parle de motivation, quand je leur dis de tenter, d'être audacieux, etc., bah, je suis back-upé par mon histoire. Tu vois ce que je veux dire? Comparé à un autre enseignant qui sort de sa formation, etc., qui a tout fait, les trucs carrés et tout, bah, au niveau de la légitimité dans le milieu professionnel, il va être plafonné. Tu vois? Donc, je persiste et signe. Et même dans le foot, bah, tu es extrêmement valorisé quand on te dit que sur ton après-carrière, tu es enseignant. Waouh! Comment tu as fait? Tu vois, en fait, tellement... Vraiment, on me pose ces questions-là, tellement pour nous, ça semble... Waouh! Oh, mais en vrai, on est bon qu'à jouer au foot de base. Bah non, au contraire, avec tout ce que tu apprends dans ta carrière, il y a des trucs de dingue à faire après. Il n'y a pas longtemps, un soir, j'ai eu une réflexion en me disant que le foot, est-ce que le foot ne serait pas une forme d'esclavage moderne? Ah. C'est avec le fouet. Ouais, bah, cours. cours. Et les autres, ils sont entre eux. Attends, j'ai misé tant. Ouais, clairement. Et je vais peut-être passer pour un fou, mais comme je t'ai dit, j'en ai rien à foutre parce que je le pense. En fait, si tu veux, il y a une stat qu'on m'a sortie il n'y a pas si longtemps sur ce que deviennent les joueurs après leur carrière. Et surtout sur le nombre de joueurs issus de la diversité qui obtiennent des postes à responsabilité. Pas juste entraîneur, prépa physique. Non, qui sont dans les instances, qui sont là où on décide vraiment, qui sont actionnaires de clubs, etc., etc. Mais c'est une partie infime. Alors que, paradoxalement, je crois que tu es à plus de 80 ou 85% de joueurs issus de la diversité, mais dès lors qu'ils arrêtent, ils n'existent plus. Comment ça, tu l'expliques? Parce qu'à un moment donné, on ne veut pas d'eux. C'est pas moi qui le dis, c'est clair. Déjà, même pour être entraîneur, c'est compliqué, tu vois. Et 2, aujourd'hui, la matière grise vient des quartiers populaires. C'est factuel. Les joueurs, ensuite, performent, font des carrières, ils viennent des quartiers populaires. Et ensuite, on ne veut pas d'eux là où on prend les décisions. Donc, je reviens à ce que tu disais au départ. Les coups de fouet. Et bien sûr. Bah oui, parce que si on voudrait vraiment qu'ils participent à la réflexion, on ferait en sorte qu'ils puissent rentrer. Mais on ne va pas se mentir. On ne veut pas que ça change. On ne veut pas. Et moi, je faisais aussi ce parallèle avec l'esclavage parce que du coup, il y a des contrats aujourd'hui. Bien sûr. Et je sais que là, il y a une jurisprudence qui est en train peut-être d'arriver avec le cas Lassana Diarra. Oui, bien sûr. Quand tu appartiens à un club, il fait ce qu'il veut de toi. Donc, tu es comme un objet. Bien sûr. Mais c'est la réalité. Et tu le vois quand le club il décide du jour au lendemain, on te met sur la liste des transferts. Parce que tu es sûrement celui-là, bon, on ne veut pas trop utiliser, mais tu as une valeur marchande. Et moi, j'ai envie de rester, moi. Ma femme, elle a trouvé un super taf. Je me sens bien dans cette ville. J'ai un contrat qui finit dans 3 ans. Vous êtes des malades. Mais, comme tu l'as dit, en fait, des fois, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Mais le terme, c'est clairement ça. Je vais te faire craquer, je vais te mettre en réserve, je vais te mettre dans le loft, comme ils disent. Tu vas pas jouer, je vais inventer des histoires sur toi parce que j'ai la presse de mon côté, etc., pour que tu craques. Si ce n'est pas de l'esclavage, c'est quoi? Les pères proposant le projet Mbappé à leurs enfants. Seigneur. Est-ce qu'il ne faut pas les soigner, les interner? Tu sais, c'est un fléau. Le projet Mbappé, même si lui, il a démenti chez le confrère, il a démenti, non, c'est un fléau. C'est un fléau parce que tu crées des jeunes qui, à 12-13 ans, n'ont plus envie de jouer au foot. Tu vois, c'est n'importe quoi. Des parents ils ont des drones, des trucs autour des terrains. De toute façon, c'est simple. Autour des terrains, le samedi, c'est tout sauf du football. C'est n'importe quoi. Des parents qui se bagarrent, qui s'embrouillent entre eux, qui menacent avec des armes l'éducateur parce qu'il a mis son fils en B. Nanana. Et en fait, tu as envie de leur dire, si ton fils, il doit faire une carrière,
c'est pas parce que tu vas lui payer 600 entraînements en plus, ce n'est pas parce que tu vas lui acheter des faux followers sur Instagram pour faire genre il a une aura, c'est pas parce que tu vas, comment dirais-je, le filmer en 4K et le mettre sur tes réseaux qu'on va plus le voir. Il y a ce qu'on appelle des recruteurs qui sillonnent tous les terrains et s'ils veulent vraiment ton enfant, avant même que tu rentres à la maison, il sera posé dans le salon avec ton enfant et avec un contrat. Tu vois ? Et le projet Mbappé, là où au départ c'était une blague, mais il faut voir ce que les parents sont prêts à faire. Ah, ils entendent que tel club a fait signer quelques joueurs au centre de formation du Havre, par exemple. Eh ben, ils vont, après l'école, faire 30, 40, 50 kilomètres en Ile-de-France. Tu sais comment c'est compliqué, parce que tel club envoie des jeunes en centre de formation. Donc déjà, dans leur réflexion, la notion de plaisir, chut, elle passe après. Et des fois, il y a des parents qui disent très ouvertement « Ah, mais moi, je dois finir de construire une maison au bled. » Mais tu me racontes quoi, là? C'est-à-dire que nous, à l'âge que l'on a, c'est comme si on misait officieusement sur nos enfants. Aujourd'hui, c'est devenu de la loterie. Les enfants, maintenant, les enfants, c'est le PEL, quoi. Non, mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est pour ça qu'autour des terrains, aujourd'hui, tu as une tension où, là où le samedi, normalement, c'est le chocolat du gamin. Il a été à l'école toute la semaine, là, il vient kiffer, etc. On leur met une pression de fou. Mais quel enfant est censé gérer la pression à 10, 11 ans? On leur met la pression. Il y a des parents, je te dis, ils faisaient des trucs. Mauvais match. Là, après le samedi après-midi, il était normalement à l'anniversaire à la maison. On lui fait regarder son match. Même pas à 11. Je te parle même pas de terrain 11. Terrain coupé, là. Ouais, ça n'a pas été, ça. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Un enfant, il fera une carrière s'il prend du plaisir. Et là, vu que c'est devenu un ascenseur social assumé, tu vois, parce que clairement aujourd'hui, voilà, les gens misent énormément sur ça, bah, tu crées des monstres. Tu crées des monstres. Et moi, je suis encore très actif dans ce milieu. Et je les vois, les jeunes, sur qui on mise, ceci, cela. Tu sais ce que tu crées? Si le petit ne réussit pas dans le foot, sa relation avec ses parents, elle est morte. C'est-à-dire, en vrai, on est en train de faire des enfants qui sont nés pour jouer au football. Mais mathématiquement, tu as plus de chances d'être médecin que d'être footballeur. Tu vois? Non, le projet Mbappé, c'est important, c'est important de le dire. Parce mais que bien sûr. On entend certains parents, on dirait que c'est une science exacte. Tu passes par tel chemin et forcément, tu perces. Qu'est-ce que c'est dur, le football. C'est important de le rappeler. Je pense que cette phrase, on ne l'entend pas trop, tu vois. Mais c'est extrêmement dur de réussir dans le football. Déjà, en centre de formation, déjà, avant de rentrer dans un centre de formation, il y a une concurrence qui est dingue. Quand tu arrives en centre de formation, la concurrence, elle est encore plus élevée. Et ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent gérer le fait d'être loin de la maison. Moi, quand j'étais au Havre, là, je rentrais peut-être une fois tous les 5-6 semaines. Mais c'est pas tout le monde qui peut gérer ça, tu vois, être dans un nouvel environnement, etc., etc. Et en fait, les parents, ils se voient trop vite arriver et c'est ce qui fait du mal aux enfants, tu vois. Et un enfant, il a besoin certes, il joue au foot, mais il a besoin d'être ouvert sur plein de choses. Mais si tout le temps on lui rappelle, bon, ce week-end, il y a le match contre Rennes, ce soir, il faut manger des pâtes sauce. La période la plus belle du football doit être la période quand t'es enfant, quand t'es gamin, les tournois, les trucs. C'est ça la meilleure période. Mais maintenant, on va avoir un tournoi. Quand il y a les matchs de poule, tout le monde se fait la bise. Quart de finale, demi-finale, les parents, ils se tapent dessus. Ouais, l'arbitre qui l'a triché. Je te donne un factuel. Blanc-Ménil-Montfermeil, il y a quelques années. En U14, un truc comme ça. Je regarde le match, moi j'aime bien être en retrait et tout. Et à un moment donné, Montfermeil égalise à la fin. Et il y a des parents qui disent à l'arbitre, pourquoi t'as pas triché? On est samedi matin, il y a quoi à gagner? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Et en fait, ouais, mais là-bas, ils auraient triché. C'est-à-dire que limite, il légitime son propos. Ouais, mais là-bas, ils auraient triché. Et ça montre à quel point on est devenu dingo avec le foot. Dingo. Projet Mbappé, si je pouvais créer une milice anti-projet Mbappé, je le ferais. Financé par mes fonds propres. Du coup, tous ces papas-là, ouais. Ils vont finir où? À un moment donné, là, bien sûr. Parce que là, on est dans une génération, c'est un terme qu'on a vu fleurir il n'y a pas très longtemps. Bien sûr. Mais il y a la désillusion qui va arriver oui. par rapport au pourcentage de... Bien sûr. Mais nous, on les voit revenir. Moi, j'en vois plein revenir de centres de formation. Et comme je te disais tout à l'heure, déjà, la relation avec leur famille, elle est KO. Et ça, c'est très grave. Et ces parents-là,
ils ont limite, comment te dire, ils se sentent dévalorisés parce qu'ils n'existaient qu'à travers leurs enfants. Et ça, c'est un truc de fou. Mais ça, c'est vraiment, j'arrive pas à concevoir ce truc-là. Et j'en connais. Je les vois bomber le torse et tout parce que leur enfant, il joue là, leur enfant, il joue là. Et tu as envie de lui dire, non, mais c'est ton enfant qui est en centre de formation. C'est ton enfant qui joue. Ce n'est pas toi. Toi, je te mets un ballon, tu fais pas 3 jongles. Tu vois, c'est ça la réalité. Et du coup, d'un coup, parce que leur enfant exerce dans tel ou tel club, ils pensent, enfin ces parents-là, pensent qu'ils sont quelqu'un dans le football. Mais t'es personne. T'es personne. Et des jeunes passés par des centres de formation qui ont été très très forts et qui n'ont pas fait de carrière, il y en a des millions. Moi, il y a plein de joueurs que je connais que vous ne connaissez pas parce qu'ils n'ont pas passé certaines étapes. Mais ils étaient extrêmement forts. Mais entourage pourri, daron qui limite tous les week-ends, il est au Havre, il te fatigue et tout. Et ben nous, Dieu merci, mes parents, moi, t'as vu, c'était plus intègre le centre de formation, tu seras pas à la cité. C'était ça la réflexion avant. Tu seras pas à la cité. Mais le truc de on va tout faire pour qu'il intègre un centre et qu'il devienne pro, ça c'est récent, c'est nouveau. C'est récent ça. Ouais, c'est nouveau. Tu vois, et encore une fois, plus tu vas mettre la pression à ton gamin, plus tu vas le dégoûter en vrai. Parce que lui, il est juste là parce qu'il kiffe. On va rester dans le foot. Ouais. Quand on voit les mesures prises lors des matchs contre les chants homophobes, Ouais. on peut dire que le monde du football se fout de notre gueule, non? Avec le racisme. Parce que T'as vu, c'est pas les mêmes mesures. c'est pas les mêmes mesures. Et deux, encore une fois, c'est une question de lobbying. Tu vois, aujourd'hui, on va pas pénaliser les clubs pour des chants homophobes parce que profondément, on est pour l'inclusion. Non. C'est juste que le lobby par rapport à l'homosexualité est puissant. C'est une réalité. Mais quand il y a des chants racistes, tu as des mecs qui sont sortis des terrains, ceci, cela, ils ont des peines en plastique. Tu vois ? On va mettre des peines en plastique pour dire non, mais vous avez vu, ça y est, là, on est dans une phase où on sanctionne vraiment. Mais en vrai, ils en ont rien à secouer. Ils en ont rien à secouer. Ils en ont rien à secouer. Et tu vois, ils vont faire des campagnes, des trucs, show de racisme, red card, genre on montre carton rouge au racisme et tout ça. Ce n'est que de la communication. La lutte contre le racisme, c'est de la communication. Et la lutte contre l'homophobie, c'est du rapport de force. Parce qu'aujourd'hui, tu as clairement des gens puissants qui, sont contre l'homophobie. Et le problème, c'est que le racisme, les gens pensent que c'est le combat des Renois. Il est là le problème. Le racisme n'est pas que le combat des Renois. Tu vois, ça n'a aucun sens. Pourquoi, quand c'est l'homophobie, il y a tout le monde qui se lève. Il n'y a pas que les homosexuels. Alors pourquoi, quand on est sur le racisme, ça doit être un combat mené que par les Renois? Ça n'a aucun sens. Tu vois? Et c'est 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le combat contre le racisme, c'est pas sexy. Tu sais, moi j'ai coaché dans une autre vie. Mais c'est formateur. Ouais, tu vois, extrêmement. Et durant ma carrière de coach, j'ai vu plein de coachs renois. Parce que tu parles de ça là à l'instant. Dans différentes divisions, à différents niveaux. Mais un jour, je me suis posé une question. J'ai dit, mais pourquoi il n'y en a pas dans les catégories, les divisions pro? Ah oui. Ah oui. Et je l'ai vu arriver ta question, parce que ce qui est dingue, c'est que tous ces éducateurs-là sont à la source. Ça veut dire que si on a autant de bons joueurs en France, parce qu'aujourd'hui on est devant Rio de Janeiro, etc., c'est parce que ces éducateurs-là ont fait un sacré boulot. Tu vois, parce que tu l'as vu, être coach, c'est être en mode adaptabilité non-stop. Tu vois, donc ces coachs-là sont extrêmement compétents. Mais à un moment donné, volontairement, l'adhésion pour certains diplômes, il faut un certain cahier des charges. Tu vois, en fait, on reproduit ce qu'on peut reproduire au niveau des écoles privées. En fait, c'est toujours la même chose. Ce système d'entonnoir qui fait que, non, ça, on veut garder pour certaines personnes. Aujourd'hui,
bon, on a Habib Beye qui a signé à Rennes, Rennes, là, ouais. tu vois. Voilà. Et en fait, je pense que Habib, d'une certaine manière, il représente plus qu'être coach. Tu vois. Parce qu'il c'est un Sénégalais. Et tu vois, Habib Beye, ce qui était intéressant, c'est un cas formidable et c'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est un grand frère. Parce qu'on était ensemble à Newcastle. Quand Habib, il est champion de national avec le Red Star l'année dernière, et il commence à dire ouvertement qu'il veut entraîner en Ligue 1, il faut voir ce qu'il s'est mangé dans la gueule. Ouais, j'avoue. Faut voir. Alors que juste avant, consultant formidable, super coach, Parce que- tout le monde. Parce que tu sais, même là, j'ai vu sur Twitter, il y a quelqu'un, sur X maintenant, quelqu'un qui a dit: ah bah t'as vu à la télé, tu fais le Guardiola, maintenant on va voir. Voilà. Mais en fait, exactement. Mais maintenant, le truc, c'est que Habib Beye, et je pense qu'il ne s'attendait pas à ça, quand il a commencé à parler de ses ambitions pour entraîner en Ligue 1, mais il faut voir comment on lui est tombé dessus. Oh, bah déjà qu'il fasse la queue, déjà qu'il entraîne un peu en Ligue 2, mais quand d'autres coachs, Pierre Sage, merci, Pierre Sage qui était avec lui au Red Star d'ailleurs, sort des U13, Voilà. je sais pas où. quand Pierre Sage il a pris Lyon, on n'a pas eu ce vent, comment ça, nan. Et Pierre Sage, quelqu'un que je respecte énormément et qui est respecté par l'ensemble du football français et Il a pas fait que. du bon taf en plus. Voilà, et ben Habib, pourquoi Habib il a eu ce traitement-là? Parce qu'il est sénégalais. Et on n'est pas là pour marcher sur des œufs, nan. Habib Beye, sénégalais, qui affiche ses ambitions d'entraîner en Ligue 1, on n'est pas d'accord. Je n'ai pas envie de dire ça, mais c'est une réalité. Et même lui était surpris. Même lui, il était surpris. Moi, je me revois dans des conversations et lui dire, mais c'est comment? Même lui, il n'a pas compris. Et les personnes qui disaient, non, mais c'est pas des Renois, frère. Tu vois? Parce qu'encore une fois, c'est en fait l'impression qu'on donnait, c'était il était gentil là-bas là, quand il commentait ou il était gentil avec son club de national. Ah, maintenant il veut venir manger dans la même assiette que nous. Ah non, là c'est reste non, reste là-bas. Et moi je me suis dit mais attendez, et du coup le message que ça va envoyer à d'autres coachs issus de la diversité, regarde Habib avec tout ce qu'il fait, quand il dit qu'il veut entraîner en Ligue 1, on le prend pas au sérieux. Mais comment nous on va nous prendre au sérieux? Tu vois? On a aussi l'exemple de Camboiré. Eh oui, On dirait que c'est un fou en Ligue 1. eh oui. Alors que c'est souvent légitime ce qu'il pointe. Mais bien sûr. Et Camboiré, il le dit avec ses mots, mais Camboiré, c'est quelqu'un d'engagé. Tu vois? Il le dit avec ses mots. Vieira, il en a doucement parlé. Olivier Dacour, il en a doucement parlé. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais il n'y a pas assez de gens de la diversité qui s'inscrivent dans les formations. Mais vous les dégoûtez. Vous les dégoûtez par vos actions. Et encore une fois, on va me dire quoi? Ouais, mais t'es dans la victimisation. Ouais, non, C'est bon. on les écoute même pas. Ouais, c'est bon. Ça, c'est pour discréditer Ouais, les exactement. propos. Et en fait, à chaque fois qu'on parle de victimisation, c'est parce que tu dis la vérité. Donc, continue à dire victimisation. Là, on va parler du coup de ta casquette de prof. Ouais. Parce que je ne pouvais pas te laisser partir sans qu'on parle de Ouais, l'éducation bien sûr. nationale. Bien sûr. Lorsqu'on parle éducation nationale, on parle toujours, à juste titre, des attitudes inappropriées de certains élèves. Ouais. Peut-on, enfin, dans cette interview, parler des profs inexpérimentés, Bien sûr. condescendants, Bien sûr. hors sol, Bien sûr. parfois racistes, selon Souvent. d'un système archaïque, ne sachant pas tirer le meilleur de nos enfants? Alors là, j'espère qu'il y a de la place dans la vidéo. Parce que là, non. Mais effectivement, tu sais, ce qui est ouf, c'est que, tu vois, en France aujourd'hui, politiquement, il y a avec ce que fait le RN, avec comment les médias, tu vois, le narratif autour de l'immigration, ceci, cela. Donc aujourd'hui, je pense que tu as certains enseignants qui ont certaines idées politiques qui ne laissent pas à la maison, qui ramènent ça avec eux dans leur salle de classe. Tu vois. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Et du coup, ils vont lutter dans le fait de pénaliser des élèves discrètement. Mais ils vont le faire. Et peut-être que ce que je dis là, ça va faire beaucoup de bruit, mais c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que, effectivement,
tu as parlé de condescendance. Moi, j'ai un problème avec... je suis enseignant, donc je sais. Non. Oui, tu es là pour apprendre des choses aux jeunes, mais tu apprends aussi des jeunes. Et tu sais, le temps que tu passes avec les élèves, je te jure, les gens, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Être enseignant, je te jure, c'est le lien que tu as avec tes élèves, c'est un truc de fou. Moi, vraiment, la place qu'ils ont dans mon cœur, mes élèves, c'est un truc de fou. Je ne m'attendais pas à ça. Et on ne peut pas me dire, non, mais parce que tu viens de démarrer. Non, 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 non. Ça fait longtemps que je travaille avec les jeunes. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, tu as cette forme de patriotisme bizarre de moi, à mon échelle, les enfants des immigrés, là, je veux leur faire mon truc. Tu vois. Et je le ressens. Je le ressens et c'est pour ça que je m'engage profondément dans ma mission. Parce que pour moi, être enseignant, c'est amener un équilibre. Être enseignant quand tu es quelqu'un de la diversité, c'est amener un équilibre parce qu'aujourd'hui, tu as je ne vais pas dire une idée raciste, mais tu as quelque chose qui plane qui ne me plaît pas. Tu vois, tu as quelque chose qui plane là autour des idéologies, etc., qui ne me plaît pas. Tu vois, je peux entendre certaines remarques par rapport au voile. Tu vois, clairement. Certaines remarques par rapport à certains parents. Dans la salle des profs. Dans la salle des profs. Je me dis, mais attends, de quoi vous parlez là? De quoi vous parlez? Et en fait, c'est pour ça que si tu n'amènes pas de mixité dans les établissements, bah, avec les temps qui courent, tu vas te retrouver avec des établissements qui vont casser nos jeunes. Parce qu'en vrai, là où les jeunes ont besoin d'être considérés, c'est à l'école. Ils passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Mais si à l'école, ils ont l'impression que, ouais, il y a beaucoup de condescendance, qu'en fait, c'est un peu ce qu'ils voient dans les médias, comment tu fais? Et quand on parle, moi, le terme, pour moi, le plus approprié à la France, c'est le racisme systémique. Pour moi, c'est le terme le plus approprié. Le racisme systémique. Parce qu'en vrai... Je pense que dans l'éducation nationale, présent. En fait, c'est pas dans la police. Voilà, mais c'est pas impulsé par l'éducation nationale. Mais il y a quelque chose qui s'est instauré. Parce qu'en vrai, pour qui ils votent les profs? Tu vois ce que je veux dire? En vrai, RN, c'est 11 millions. Dans les 11 millions, il y a des profs qui travaillent avec nos jeunes. Et moi, quand je parle pas de mon établissement. Je parle de manière générale. Tu vois, je connais des profs partout. Je connais des jeunes partout. Et quand certains jeunes te rapportent certaines situations, tu dis, mais c'est un sketch. Je dis, mais c'est un sketch. Tu vois? Et ça, pour moi, c'est très grave. C'est très, très grave de se servir d'une fonction qui, à la base, est noble pour faire passer ses idées. Moi, aujourd'hui, mes élèves ne savent pas je suis de quelle religion, je suis croyant, je ne suis pas croyant, un truc. Nan, nan. Tu vois, il y a un cadre. Mais du coup, il y a certains enseignants qui laissent paraître certaines idées et qui prennent plaisir à le faire. Tout comme, de manière globale en France, comment dirais-je, il y a une certaine parole qui s'est libérée. Eh ben, l'éducation nationale n'est pas marginale par rapport à tout ça, tu vois. En tout cas, merci Wesley. C'était le vieux père et le berger. Ciao.